était donc 21h01 quand l'attaque de drone a été lancée par l'Iran. 1h30 plus tard, les sirènes retentissaient dans le nord d'Israël. Fait rare d'ailleurs à Jérusalem. Il s'agit de la première attaque directe, donc jamais menée par la République islamique contre le territoire israélien. Une attaque qui s'est heurtée à la puissante défense israélienne. L'armée israélienne, épaulée par ses alliés, a déclaré avoir intercepté 99% des tirs. Alors drones, missiles contre dômes de fer, riposte de l'armée israélienne, posture des alliés, quelle perspective à présent? Nous allons largement y revenir cet après-midi avec nos invités. Et pour vous accompagner autour de ce plateau jusqu'à 19h, maître Sarah Salman. Bonjour maître. Bonjour Olivier. Mona Jafarian est également avec nous. Bonjour Mona, vous êtes cofondatrice du collectif Femmes Azadi. C'est présidente de l'association de femmes franco-iraniennes. Vous menez des actions pour porter la voix du peuple iranien qui s'oppose au régime des Mollahs. À vos côtés, le général Bertrand Cavalier. Mon général, bonjour. Bonjour. Jonathan Sixou, journaliste, nous accompagne également. Bonjour Jonathan. Un autre général, le général Bruno Clermont, nous accompagne aussi. Bonjour, l'aviation cette fois. Bonjour mon général. Et Gilles Miraeli est également avec nous. Bonjour Gilles, directeur de la publication de la revue Conflit. Alors, pour démarrer, nous allons retrouver Harold Iman. Harold Iman qui est avec nous. Nous allons donc revenir sur cette attaque. Harold, vous êtes avec nous. Vous n'avez pas de micro, vous reviendrez peut-être dans un instant, mon cher Harold. En tout cas, les réactions internationales avec des appels à la désescalade se multiplient après l'attaque sans précédent donc, qui a visé le territoire israélien. Nous ferons le point avec Harold d'ici un instant. Une attaque que nous avons suivie en direct hier soir sur notre antenne. Nous étions en liaison avec Benjamin Touati, directeur adjoint Elnet Israël, et qui est en liaison justement avec nous. Benjamin, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, nous étions donc ensemble hier au moment des premières alertes. Racontez-nous comment s'est déroulée la suite de la nuit pour vous. Bonjour, écoutez, c'était un peu compliqué parce que, pour être complètement honnête, on s'attendait à cette attaque, mais pas forcément qu'elle arrive aussi rapidement et encore moins dans la région de Jérusalem dans laquelle je vis. Donc c'était assez compliqué. On est dans une période de guerre où on est constamment les yeux rivés sur les téléphones et sur les informations pour suivre un petit peu l'actualité et essayer de se protéger au maximum en essayant de suivre les directives et les instructions des forces de sécurité pour pouvoir être en sécurité au maximum pendant cette période compliquée. Là, vous restez donc en état d'alerte, c'est bien cela ? Alors là, aujourd'hui, on est encore en état d'alerte assez élevé. Il y a eu depuis ce matin quelques allègements. Donc, l'aéroport a réouvert ce matin assez tôt. Donc, les vols internationaux ont repris. Pas toutes les compagnies n'ont recommencé à voler. Donc, le niveau d'alerte a diminué un petit peu, mais on reste quand même dans une période ou dans une journée, en tout cas pour aujourd'hui et pour demain, où il n'y a pas d'école et les rassemblements sont très limités, où on nous demande de faire très attention et surtout d'être attentif aux instructions qui sont données. Donc oui, ça reste encore très tendu, même si on sent que le niveau a légèrement baissé. Alors, des lendemains incertains, on le comprend bien, vous le disiez, dans quel état d'esprit est la population israélienne aujourd'hui ? Écoutez, la majorité des Israéliens aujourd'hui sont assez déterminés. On est dans cette période de tension avec l'Iran qui dure depuis des années et l'agression en fait qu'on a subie hier est perçue par les Israéliens comme une déclaration de guerre et personne ne veut ou personne en tout cas dans la société israélienne ne peut accepter cette agression et la majorité des Israéliens attendent une réponse assez forte de l'État d'Israël par rapport à cette agression et pour pouvoir prouver aussi à l'Iran et à cette agression qu'on a subie hier soir qu'elle ne veut pas rester impunie et qu'on doit absolument avoir une réaction ferme pour ne pas que ça se reproduise. Je vous rappelle quand même que cette attaque hier, c'est la première fois qu'une attaque est menée depuis le territoire iranien, puisque les Iraniens, par l'intermédiaire de proxy qu'ils ont dans la région, ont déjà attaqué Israël par l'intermédiaire, par exemple, du Hezbollah ou des Houthis, mais que c'est la première fois qu'une attaque depuis le sol iranien est menée vers l'État d'Israël.
Donc, selon les dernières informations qui circulent, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? La population se prépare à une riposte. Au fond, Benyamin Netanyahou qui rassemblait son cabinet de défense justement cet après-midi. Écoutez, on attend cette réponse. De ce qu'on entend un petit peu partout, et moi j'ai assisté à pas mal de briefings aussi, je pense que ça va prendre un petit peu de temps, que la réponse elle va être pesée et bien réfléchie, qu'il y aura une réponse et qui sera certainement assez sévère parce que ce qui s'est passé hier aura du mal à être accepté par la population israélienne. Et je pense que la société civile ne pardonnera pas au gouvernement israélien de laisser cette agression sans réaction. Donc je pense que tout le monde est prêt. On est dans une période de vacances ici en Israël puisqu'on prépare les fêtes de Pâques, de Pessah qui arrivent la semaine prochaine. Donc beaucoup d'Israéliens sont en vacances déjà à partir de cette semaine. Donc on attend, et assez fermement, pour la majorité des Israéliens, on attend assez fermement que la riposte arrive. Et pour vous dire, il y a aussi beaucoup de pression dans la société israélienne parce que je vous rappelle qu'on a plusieurs centaines de milliers d'Israéliens, si je ne me trompe pas, à peu près 180 000 Israéliens qui sont encore évacués des régions du nord d'Israël à cause de la menace du Hezbollah, qui est donc un proxy de l'Iran, et que ces gens-là attendent aussi la riposte israélienne, ou en tout cas que les Israéliens et l'armée fassent le nécessaire pour qu'ils puissent retourner chez eux en sécurité. Merci beaucoup Benjamin. Benjamin Touati, directeur adjoint Elnet Israël. Nous reviendrons vers vous assez régulièrement dans les prochains jours pour prendre des nouvelles de la situation sur place, l'état d'esprit de la population israélienne. On va y revenir avec vous dans un instant, Sarah. Mais avant, Harold Iman nous a rejoint. Peut-être un rappel, que s'est-il passé précisément hier? Quelle action militaire a été menée, quelle attaque militaire a été menée par l'Iran hier, Harold? Expliquez-nous. Alors déjà, ça, c'est le terrain des opérations, le théâtre plus exactement. L'Iran a des alliés qui sont en rouge. Chez les taches rouges, l'Iran fait ce qu'elle veut. Ensuite, vous avez les taches grises où il y a de fortes milices qui appuient le régime iranien. Et là, c'est un peu plus délicat. On ne peut pas installer trop de matériel militaire directement soi-même. Donc, c'est surtout en Syrie qu'ils sont et au Yémen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les tirs? On va regarder sur la carte suivante et on verra la trajectoire employée. Et il y en a trois, en fait. Il y en a une par le nord, ici, et il y en a une qui appartient aux Houthis, qui sont les gens, le nom du régime au Yémen, qui a pris une partie du Yémen, pas tout, qui a tiré aussi. Donc il y a eu en fait trois axes d'entrée vers Israël. Et les tirs ont été stoppés sans véritablement survoler Israël proprement dit. On va regarder un peu où ça a été stoppé et par qui. Ça a été stoppé donc ici, avant Eilat, par, on ne sait pas précisément, mais traditionnellement c'est Israël lui-même qui tire, ou c'est la marine américaine qui est là. Sur ce survol ici, ça a été arrêté essentiellement en Syrie, au-dessus de la Syrie, par Israël et aussi par les États-Unis, qui ont déployé de manière navale, ont tiré des roquettes et ils ont pu faire voler des avions. Ils ne nous disent pas. Et puis, la France aussi a tiré sur quelques drones. N'oublions pas, on a tiré 330 projectiles, 180 drones, 120 missiles de croisière et une trentaine de missiles balistiques. Et la France a été survolée dans une de ses emprises en Irak, d'où on combat Daesh, et là on a tiré et éliminé quelques drones. Donc rien n'est véritablement entré dans le territoire israélien, ce sont des débris dans le ciel qui sont tombés. Mais qu'est-ce qui a été visé par les tirs iraniens? C'était cette zone ici, Beersheva, et aussi la partie nucléaire d'Imona, et aussi la base aérienne de Nevatim. Et dans le nord, c'était plus générique.
Et on a vu des tirs depuis Jérusalem dans le ciel, mais les tirs iraniens n'allaient pas tomber quand même sur le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa et le mur des Lamentations, mais c'est l'effet optique des tirs dans le ciel qui se prolongeaient. Quand vous êtes à Jérusalem, vous voyez pratiquement, si vous montiez sur une échelle très élevée, vous verriez la Jordanie pratiquement. Donc, ils n'ont pas réussi véritablement à survoler quoi que ce soit. Ça a été stoppé par le dôme de fer, ça a été stoppé par d'autres appareils plus petits ou plus grands. Il y a eu les tirs de Patriot, les tirs des Arrow aussi. Ce sont des missiles, antimissiles israéliens qui vont un petit peu plus loin. On n'a pas le détail complet. Et il y a eu des tirs depuis des avions alliés divers qui, eux, peuvent circuler par ici et certainement dans le ciel irakien. Merci beaucoup Harold pour cette recontextualisation. On va y revenir avec vous, mon général, le général Bruno Clermont, avec le général Bertrand Cavalier dans un instant sur cette attaque militaire, sur la façon dont elle a été stoppée. Également, on l'entendait Harold nous parler du dôme de fer. Mais avant, sur les réactions de la population, à commencer par la population israélienne, on l'a vu, Sarah Salman, au fond, une population déterminée, une population debout. Et on peut rappeler aussi que ce n'est pas la première fois, même si dans la forme, c'est une première, mais des attaques, il y en a tous les jours. Mais Israël est habitué à vivre dans la peur. D'ailleurs, dès l'enseignement à l'école, il y a le programme CICE, qui est un programme de réaction psychologique pour s'adapter le plus vite possible. Donc Israël est habitué, il s'attendait à cette attaque. La nuit, évidemment, sans doute, a été très difficile. Quand on vous dit que vous allez avoir des drones dans quelques heures, c'est très difficile. Mais cette attaque sans précédent montre une chose, Olivier, c'est que le peuple israélien est un très grand peuple, un exemple de résilience, et que ce sont des résistants qui ne demandent qu'une chose, c'est vivre dans la paix. Et ce qui me frappe toujours, et c'est la raison pour laquelle j'admire tant le peuple israélien, c'est quand vous parlez à des gens qui sont sur place, ils vous disent « la vie continue, on est debout, on est fort, on est digne », et pourtant, ils auraient toutes les raisons du monde de s'apitoyer. Dans la sémantique, les choses ont leur importance. Ils ne parlent pas, ils ne disent jamais « nous avons été victimes le 7 octobre », ils disent « nous sommes des survivants du 7 octobre ». Et bien là, c'est la même chose, ils ne disent pas « nous sommes des victimes », ce sont des survivants. Et pour moi, ils ont bien sûr tout mon soutien et toute mon admiration. Donc une population israélienne debout. Qu'en est-il du côté de la population iranienne ? Puisque nous avons pu voir des scènes de liesse, en tout cas qui ont été filmées après l'annonce de l'attaque, pour saluer cette attaque. Je vous propose d'écouter ces Iraniens qui se sont exprimés aujourd'hui, et puis je vous donnerai ensuite la parole, Mona Jafarian. Nous sommes extrêmement heureux de cette attaque des gardiens de la Révolution. Désormais, on se sent mieux, parce qu'il fallait aider et accompagner ce peuple opprimé à Gaza et en Cisjordanie. Il est normal d'être inquiet dans cette situation, que ce soit d'un point de vue social ou économique, et malgré les sanctions que nous avons, le fait que l'Iran ait pu atteindre ce niveau de capacité militaire avec des missiles furtifs est une question de fierté. Nous sommes fiers et honorés qu'une réponse dure et cassante ait été donnée au régime sioniste. Vraiment, la tristesse et la colère étaient dans le cœur de chacun d'entre nous, et nous attendions que cette vengeance soit exécutée et que les Israéliens soient punis pour leur brutalité. Nous ne pouvions pas y croire lorsque la nouvelle est tombée hier soir. Mona Jafarian, ce que l'on peut expliquer effectivement, c'est que ce que nous venons d'entendre, ces hommes qui saluent l'attaque iranienne de cette nuit, eh bien, ce n'est pas un avis partagé par toute la population. Soulignons la révolution des femmes opposées au régime iranien depuis maintenant plusieurs mois. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'état d'esprit de cette population iranienne ? Ce qu'on a vu à l'instant, les témoignages sont diamétralement opposés à ce que pense la population. J'ai l'impression de voir un clip de campagne du régime. C'est de la communication de régime, finalement. Bien évidemment, de toute façon, à partir du moment où vous pouvez parler tranquillement devant une caméra à Téhéran, c'est qu'il y a un problème. La réalité, c'est que les scènes de liesse, il n'y en a pas eu. Il y a eu quelques centaines de miliciens du régime qui ont été regroupés pour donner l'impression que... Par contre, il y a eu de fortes protestations contre ces attaques sur les réseaux sociaux, sur les réseaux
interne sur Telegram du peuple iranien, une énorme solidarité qui a été montrée au peuple israélien. Il faut savoir que contrairement à l'image peut-être que les gens ont en Occident du peuple iranien, l'amitié entre le peuple juif et le peuple perse a 3000 ans d'histoire. Et c'est une amitié qui est intacte. Les Iraniens appellent aujourd'hui la République islamique un régime colonisateur. Donc c'est vrai que nous, on est particulièrement bouleversés quand on voit ici des gens dire c'est normal, c'est une riposte à l'attaque de Damas, alors que par exemple quand il y a eu la frappe sur Damas, le peuple iranien a célébré. Le hashtag Israël nous te remercions était en tête des hashtags sur les réseaux sociaux lancés par le peuple iranien. Donc c'est quand même, et c'est vrai que nous quand on voit des images, on sait comment est menée la propagande du régime. On sait aujourd'hui qu'il y a énormément de personnes qui sont aussi ramenées de Syrie, d'Afghanistan, etc. pour faire remplir les stades, remplir la foule. Et il est très important pour nous aujourd'hui de pouvoir porter cette voix du peuple iranien, qui est vraiment le premier ennemi de la République islamique. Et c'était le signe d'un régime aux abois qu'on a vu hier. Général Bertrand Cavalier, vous vous êtes rendu en Iran à plusieurs reprises dans le cadre de vos missions. C'est un pays que vous connaissez bien. Ce que nous venons d'entendre, le témoignage de Mona Jafarian est extrêmement important dans la riposte, notamment, qui va avoir lieu, puisque, on l'a bien compris, le régime iranien n'est pas soutenu par la population. Alors moi, je n'avais pas d'a priori avant d'aller en Iran et je critique totalement ce témoignage. Je raconte 2 ou 3 anecdotes, dont une, je discute avec des Iraniens, ils me disent « mais allez au mausolée de Khomeini, vous verrez, il n'y a personne ». En fait, ils rejettent massivement ce régime, installé d'ailleurs grâce à la bêtise des Occidentaux. N'oublions pas que c'est l'avion présidentiel Julius d'Estaing qui avait transporté Khomeini, et après qu'on ait destitué le Shah d'Iran. Et c'est un régime totalitaire qui s'est installé depuis lors et qui est, on le sait, vis-à-vis des femmes, extrêmement répressif. Alors maintenant, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est comment intégrer cette réalité de l'opinion iranienne dans le cadre de ce qui va être exercé notamment par Israël. Ce qui me paraît fondamental, c'est qu'Israël ne confonde pas le peuple iranien et le régime des mollahs. Donc s'il y a une riposte, c'est une riposte qui doit être très sélective, sur des cibles notamment des gardiens de la Révolution, voire sur certains objectifs militaires. Mais là, il y a tout un dosage qui va être très important, de façon que surtout on n'entame pas cette dynamique au sein du peuple iranien qui fait que de toute façon le régime des mollahs est condamné. Alors, et ça changera complètement la physionomie de la région. Et je fais aussi un parallèle en Turquie. La Turquie, vous avez vu les dernières élections, où les peuples rejettent l'obscurantisme islamique. Donc tout cela doit être intégré au plus haut niveau, au niveau du gouvernement israélien, pour ne pas faire d'erreur. Alors justement, la riposte israélienne, nous allons y revenir largement tout au long de l'émission, mais je vous propose de revenir à l'attaque militaire qui a eu lieu. Un constat, c'est la supériorité technologique israélienne, notamment avec le dôme de fer. Il a depuis des années, il est vrai, permis d'intercepter des milliers de missiles et de roquettes lancés depuis Gaza, depuis le Liban, depuis la Syrie, ou encore, et c'était une première, depuis l'Iran hier. Il s'agit d'un des piliers stratégiques de l'alliance américano-israélienne. Alors comment il fonctionne? Les détails d'Isabelle Piboulot, et nous parlerons de cette victoire technologique. Alors est-ce qu'on peut employer ce terme? Avec vous, le général Bruno Clermont, dans un instant. En service depuis 2011, le dôme de fer a plus d'une fois fait ses preuves. Israël l'a d'abord développé seul, après la guerre du Liban de 2006, avant d'être soutenu financièrement par les États-Unis, fort d'un savoir-faire en matière de défense. Il se compose d'une dizaine de batteries installées à proximité de la bande de Gaza, des frontières avec le Liban, la Syrie et autour des villes les plus visées comme Ashkelon ou Tel Aviv. Chaque batterie comprend 3 parties, un système de détection radar permettant de suivre 200 cibles par minute, un ordinateur qui calcule la trajectoire des roquettes entrantes et un lanceur capable de tirer une vingtaine d'intercepteurs pour abattre en plein vol des engins explosifs dans un rayon de 4 à 70 km. Coût de production total, environ 100 millions de dollars, chaque intercepteur coûtant entre 40 000 et 50 000 dollars à produire. À cela s'ajoute le système Arrow, destiné à contrer les missiles balistiques, et le système David Sling, qui repousse les attaques de roquettes ou de missiles à moyenne portée. Selon le concepteur israélien Rafael, le dôme de fer a un taux d'interception d'environ 90%.
Général Bruno Clermont, il est vrai que nous avons découvert pour la plupart cette forme de guerre aérienne assez nouvelle au fond, cet envoi massif de drones hier, mais finalement des drones qui ont été stoppés et des missiles également par le dôme de fer. On peut y voir une victoire technologique donc d'Israël hier. La sécurité d'Israël repose depuis 2011, date de la montée en puissance de ces systèmes, sur une défense antiaérienne extrêmement sophistiquée, qui est, on appelle ça multicouche, c'est-à-dire elle est capable de traiter tous les types d'objets qui peuvent attaquer, les avions, les drones, les missiles balistiques de toute portée. Et pour ça, il faut plusieurs systèmes qui sont entassés les uns sur les autres. Donc le dôme de fer, c'est un des éléments. Il y a d'autres éléments, c'était un peu décrit, mais c'est un effort massif fait par Israël, d'abord pour se protéger contre les roquettes qui sont tirées depuis la bande de Gaza depuis des années, peut-être depuis 2008 ou 2010, également qui sont tirées du nord d'Israël. Et Israël sait très bien que son ennemi principal, l'Iran, qu'il a désigné comme son ennemi, a comme arme principale des missiles balistiques. La distance entre Téhéran et Tel Aviv, c'est 1500 km. Donc il faut quand même des missiles très puissants pour être capable, au départ, lorsqu'ils sont tirés depuis le sol iranien, d'atteindre le sol israélien. Donc les Israéliens ont développé cette capacité d'interception de missiles très puissants, de 2000 à 2500 km de portée, qui est unique au monde. C'est-à-dire que seuls les pays qui sont dans la dissuasion nucléaire, qui veulent intercepter des missiles balistiques puissants, ont développé des systèmes, mais l'Iran est le pays qui a les missiles balistiques conventionnels, non nucléaires, capables de faire des dégâts conventionnels, les plus puissants du monde. Et donc, pour faire face à cette menace, Israël a développé ce système extrêmement performant qui n'existe qu'en Israël. Israël qui a le dôme de fer et également des alliés, États-Unis, Royaume-Uni, également France, Jim Miraeli, puisqu'on a vu aussi ce qui s'est ajouté à ce dôme de fer, eh bien, ce sont une riposte également des Américains, du Royaume-Uni aussi, qui l'a reconnu, confirmé cet après-midi, et la France, mais peut-être de manière différente, la France, général Bruno Clermont et Gilles Miraeli. Moi, je dirais... Pardon, c'était bien expliqué tout à l'heure par... je vais être très rapide, par Harold Iman, c'est que en réalité, une partie des missiles est partie d'Iran, une partie est partie d'ailleurs, mais avant même que ces missiles, ces drones arrivent au-dessus d'Israël, ils avaient déjà été pour la plupart interceptés par un ensemble de défense qui était mis en place par les alliés, les Américains en particulier. Et donc, en fait, le système israélien a terminé le travail et a fait que finalement, cette opération massive a été objectivement un échec militaire, puisqu'il n'y a pas eu pratiquement aucun effet militaire. Donc, voilà, la réalité, c'est ça. Gilles Miraeli, pardonnez-moi, je vous écoute. Oui, je pense que la technologie est importante, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Il y a une capacité qui est quand même extraordinaire de mener à bien de projets. Si en 2006, on décide de se doter d'un système antimissile et en 2011, le système intercepte de missiles, c'est quasiment inouï, c'est miraculeux. Tous les gens qui connaissent un petit peu comment ça se passe avec la DGE, quand on a un besoin opérationnel, quand on voit qu'on a un trou dans la raquette, à partir de ce moment-là et jusqu'au moment où les unités intègrent avec un protocole opérationnel est capable d'utiliser ces systèmes sur le champ de bataille, parfois c'est 10, 15, parfois c'est 18 ans, ça coûte 15 fois plus, c'est très compliqué. Donc là, il y a une série de projets très compliqués, extrêmement compliqués, avec des technologies qu'au moment où on s'est lancé n'étaient pas complètement maîtrisées, et en 4-5 ans, le système est opérationnel. Aujourd'hui, on a déjà 3e, 4e génération. Première chose. Deuxième chose, c'est la dimension militaire et la dimension politique. Ce qu'on voit ici, c'est la face émergée des accords d'Abraham. Tout à fait. Ce qu'on a vu sur la pelouse de la Maison-Blanche et les Israéliens qui jouent au casino à Abu Dhabi, c'est ce qu'on voit. Ce qu'on ne voit pas, c'est que les armées de l'air d'Israël, de la Jordanie, Harold Iman, et c'est peut-être... Il faut qu'il consulte un psychologue. Il a oublié les Anglais. Les Anglais aussi. En tout cas, vous avez tout à fait raison. Les Anglais aussi. Un champ diplomatique aujourd'hui qui se révèle assez complexe. Il y a une clarification. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que on va y revenir dans un instant. On va y revenir, tout à fait. Et justement, ça sera l'objet de notre discussion, à la fois les réactions internationales et ce champ diplomatique complexe, mais qui révèle aujourd'hui beaucoup de choses également. Restez avec nous, à tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de Punchline Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette émission essentiellement consacrée à l'attaque iranienne sur le territoire israélien et ses conséquences. Nous allons nous y intéresser à présent. Le champ diplomatique, c'est vrai, il se révèle complexe. On va essayer, on va même vous éclairer, c'est une promesse. Nous allons décrypter tout cela. Toujours est-il que les réactions internationales, eh bien, elles se multiplient depuis hier soir. Des États-Unis à la France, en passant par le Royaume-Uni et l'Allemagne, les chefs d'État
Sana multiplie les appels au calme, puisqu'il y a une crainte, une très grande crainte d'escalade dans la région. Juliette Sana et Marie-Victoire Dieudonné. Alliés numéro 1 d'Israël, les États-Unis ont réagi. Dès les premières heures après l'attaque, Joe Biden et Benjamin Netanyahou se sont entretenus au téléphone. Sur X, le président américain réaffirme le soutien des États-Unis à Israël. Je viens de rencontrer mon équipe de sécurité nationale pour faire le point sur les attaques de l'Iran contre Israël. Notre engagement envers la sécurité d'Israël contre les menaces de l'Iran et de ses mandataires est à toute épreuve. Au cours d'un appel téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères, la Turquie a appelé l'Iran à éviter une nouvelle escalade dans la région. Des réactions également chez les dirigeants européens. Berlin et Londres condamnent l'attaque de l'Iran. Sur X, la chef de la diplomatie allemande Annalena Baerbock met en garde contre un embrasement de la région. L'Iran a tiré des drones et des missiles sur Israël. Nous condamnons fermement l'attaque en cours qui risque de plonger toute une région dans le chaos. L'Iran et ses mandataires doivent arrêter cela immédiatement. Toute notre solidarité va à Israël en ces heures. De son côté, le Premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak, a déclaré travailler avec ses alliés pour désamorcer la situation et faire en sorte que le calme l'emporte. Ce matin, à l'issue de sa traditionnelle prière dominicale, le pape François s'est lui aussi exprimé. Je lance un appel pressant pour que cesse toute action pouvant alimenter une spirale de violence, risquant d'entraîner le Moyen-Orient dans un conflit encore plus grand. L'appel au calme vient aussi de Moscou. Le ministre russe des Affaires étrangères a publié un communiqué appelant à la retenue toutes les parties impliquées. Alors en tout cas, les relations diplomatiques au Proche et Moyen-Orient ont été clarifiées. On va y revenir dans un instant, mais avant, Jonathan Sicsou, un constat. L'attaque iranienne condamnée largement dans le monde entier. Un appel général, on l'entendait, à la désescalade aussi. L'Iran qui met en garde contre une nouvelle riposte. Benjamin Netanyahou qui réunit son cabinet de défense cet après-midi. Désormais, il reste tout de même fort probable qu'il y ait une riposte d'Israël après cette agression. Au fond, comme n'importe quel pays souverain le ferait, la question, c'est comment, finalement ? Comment ? Avec forcément, obligatoirement, le soutien d'alliés, notamment et avant tout des Américains. Qui ne veulent pas. Qui officiellement ne veulent pas. Je pense qu'il y a là aussi dans cette situation aujourd'hui un double niveau d'analyse, un double niveau de compréhension entre ce qui est dit et ce qui est fait concrètement sur le terrain. C'est vrai que c'est une réalité. Joe Biden est opposé à une intervention, une réponse israélienne. Mais ensuite, est-il le seul décisionnaire en la matière, à savoir un soutien militaire sur ce front, sur ce nouveau front ? Ça, c'est une autre question. Un point enfin sur l'isolement de l'Iran dans la région. Je crois que c'est très important d'insister sur cela parce que les soutiens de l'Iran, ils sont loin finalement. C'est la Chine, c'est la Russie, même si le Kremlin condamne les deux parties dans son communiqué. Et aucun pays de la région, je pense surtout en disant cela aux pays du Golfe, ne veulent continuer de vivre avec ce voisin plus qu'encombrant, parce qu'en fait, c'est une réelle menace sur leur survie à eux aussi. Effectivement, ce qui est très important de comprendre, c'est que la Jordanie, les Émirats, l'Arabie saoudite, l'Égypte ont participé à l'interception des missiles iraniens tirés sur Israël. Il ne faut pas oublier, général Bertrand Cavalier, l'hostilité viscérale entre sunnites et chiites. L'Iran, c'est vrai, donc, est l'ennemi d'Israël, mais pas seulement dans le monde arabe. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point-là ? L'antagonisme, il est profond. C'est-à-dire que même si l'Iran a voulu parrainer l'axe anti-Israël, il y a quand même des tendances lourdes qui ne peuvent pas traverser. Donc l'opposition chiite-sunnite... Elle est très profonde et donc elle explique une partie donc des oppositions diplomatiques. Mais moi, je reviendrai à ce qui a été dit, qui est très, très intéressant et très, très pertinent, c'est que c'est vrai que ça réamorce le processus d'Abraham, et là, on a une clarification, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, comme Israël ne dispose pas de profondeur stratégique, l'interception s'est faite également vers l'avant. Donc elle s'est faite au-dessus de l'Irak, elle s'est faite au-dessus de la Jordanie. L'espace même également l'Arabie saoudite aurait été ouvert, sauf erreur de ma part, à des avions israéliens. Ça prouve que les positionnements ne sont pas en faveur de l'Iran. Ça veut dire que c'est l'Iran qui se retrouve isolé. Et donc, c'est à Israël maintenant de capitaliser cela et de faire très attention, parce que tout le monde veut la stabilité, tout le monde souhaite que les choses s'apaisent dans la région. Et la grande puissance qui revient
au centre du jeu, pour moi, ce sont les États-Unis. Ce sont eux qui vont vraiment imposer les volontés. Mona Jafarian, est-ce que, alors je ne sais pas si cette question est un peu naïve ou pas, on peut imaginer l'écroulement des mollahs en Iran à court, moyen terme, au vu de cette situation? C'est-à-dire l'Iran isolé, entouré de pays arabes alliés d'Israël. Oui, alors déjà, moi, je vais dire la République islamique à la place de l'Iran, puisque nous, on part du principe que l'Iran appartient au peuple iranien, donc il y a une vraie différence entre les deux. Le régime est profondément affaibli. Contrairement à la vision qu'on a aujourd'hui de l'extérieur, c'est un régime aux abois qui s'accroche aux dernières branches. À la suite de la frappe de Damas, tout le monde attendait le discours de Khamenei pour savoir est-ce qu'on va avoir une riposte massive, que va décider la République islamique. Et il va consacrer 10 minutes de son discours à la nécessité de revoiler de gré ou de force, d'ailleurs par la répression féroce, les femmes iraniennes. Donc on voit bien qu'on est face à un leader qui perd pied, qui ne maîtrise plus sa population, qui n'a plus peur. Et d'ailleurs, c'est un point très important parce que tout à l'heure, on parlait de que se passerait-il en cas de riposte d'Israël. Oui. Il faut savoir que juste avant d'arriver sur votre plateau, j'étais en ligne avec un des leaders de rue iraniens, qui est donc un jeune qui a des centaines de milliers de followers, qui sont tous des étudiants, des jeunes, ceux qui ont mené les révoltes l'année dernière. Et il me disait, la jeunesse iranienne aujourd'hui n'a pas peur d'Israël. Elle a confiance et elle part du principe que si Israël riposte, ce serait sur des points stratégiques, militaires. Et hier soir, par exemple, le ministère des Affaires étrangères israélien, en pleine attaque d'un pays ennemi, enfin d'un régime ennemi, a pris le temps de rassurer la population iranienne sur le fait qu'elle fait bien le distinguo entre population et régime. Et tout à l'heure, on parlait de sunnites, chiites. Moi, j'ai envie de dire, c'est bien au-delà de ça. Aujourd'hui, Israël n'est pas en guerre avec le Liban, avec le Yémen, elle est en guerre avec le Hezbollah, avec les Houthis. Donc on parle d'organisation terroriste. Voilà. Donc aujourd'hui, les seuls alliés de la République islamique au Moyen-Orient sont des organisations terroristes. Et le corps des gardiens de la révolution islamique, notamment la force Al-Quds, qui a été celle qui a été visée particulièrement à Damas, est donc le maître de tous ces proxys terroristes, mais ce ne sont pas vraiment les États, puisque tous les États aujourd'hui au Proche et au Moyen-Orient n'aspirent qu'à une chose, avoir des relations diplomatiques, commerciales et instaurer une paix. Et le seul obstacle aujourd'hui, c'est vraiment le régime de Téhéran. Mais Gilles Miraeli, dans ce contexte-là, on le rappelle, quelle réponse du coup de Benyamin Netanyahou? Alors, ce que je vois de la presse israélienne et des quelques journalistes qui normalement sont au parfum, la tendance est d'en rester là, de suivre le conseil de Biden, d'encaisser ce qu'on a gagné sur la table de la roulette et d'aller échanger contre l'espèce et partir. Parce que pour le moment, Israël est gagnant. Les Iraniens, c'est clairement un échec. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas autant de projectiles, de missiles, juste pour envoyer un message. Pour envoyer un message, il aurait pu faire avec 10%. Surtout s'ils savent que ça allait être intercepté. Je pense qu'ils ont espéré quand même percer. Ils ont espéré avoir des images des Gaza à Tel Aviv ou ailleurs. Ils espéraient s'enorgueillir d'une base aérienne qui a cessé de fonctionner, parce qu'Israël le fait souvent en Syrie. Donc, ils espéraient beaucoup plus qu'ils n'ont eu. Ça ne limite pas le domaine d'action d'Israël. Si demain, il y a une opportunité d'assassiner, de haut gradé iraniens en Syrie, rien n'empêche Israël de le faire, certainement pas ce qui se passait hier. Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est un coup d'épée dans l'eau avec beaucoup de communication. Alors, juste une dernière chose concernant l'Iran. Effectivement, la logique d'une attaque contre l'Iran est d'abord de créer les conditions d'un changement de régime. Oui. Les cibles visées sont visées de telle façon que la population aura les loisirs. Parce que si on pulvérise les gendarmes et les policiers, et si on isole la ville, la population saura quoi faire. Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique. Il faut juste éliminer la police
éliminer les services de renseignement et isoler la ville pendant une dizaine de jours que les camions avec les Basiji, etc., ne pourraient pas venir. En tout cas, militairement, effectivement, cela semble... Oui, mais est-ce qu'il n'y aura pas une opportunité saisie par Benjamin Netanyahou de vouloir détruire le potentiel nucléaire parce que là, devant son opinion publique, il peut décider d'y aller au prétexte que l'Iran constitue une menace, la République islamique constitue une menace existentielle. Donc je pense que là, il y a quand même des choix qui vont être difficiles à faire. Est-ce qu'on est dans le court terme ou le long terme? Est-ce qu'on joue l'opinion publique iranienne ou est-ce qu'on se dit, on en profite pour détruire les sites nucléaires iraniens? Mais général Bruno Clermont, à la lumière de nos échanges, finalement, est-ce qu'on ne peut pas se dire que la République islamique a fait une opération suicide, puisque ça a été déjà ce qui était assez étonnant, c'était toute la communication en amont. Attention, on va taper, on va y aller, nous lançons les drones, et puis assez rapidement dire voilà, l'opération est terminée. Mais la République islamique savait pertinemment qu'elle pouvait s'attendre derrière à une vive réaction, une vive riposte d'Israël et des Américains. Et comment est-ce que vous le décryptez, cette posture? C'est un peu étonnant parce que quand même, quand on tire 110 missiles balistiques, c'était le plus menaçant, les 110 missiles balistiques, c'est comme là, on cherche quand même un objectif militaire. Donc, soit ils ont sous-estimé la capacité d'interception à la fois des Alliés, mais également des Israéliens, donc une erreur d'appréciation. Ce qui est évident, c'est qu'ils peuvent faire de la communication à l'intérieur de l'Iran, mais c'est un échec. Enfin, on ne peut pas avoir un plus grand échec que de tirer 350 drones, missiles de toutes sortes et arriver avec le fait qu'il y a pratiquement très peu de dégâts en Israël. Donc la question aujourd'hui, c'est effectivement comment gérer ça à l'intérieur de l'Iran auprès de l'opinion publique. Mais on a vu que l'opinion publique, on la manipule assez facilement en Iran. Et puis la question, évidemment, c'est comment... en tout cas, on fait passer les messages que l'on veut. Pardon. Voilà, on fait passer les messages que l'on veut. Après, l'opinion publique, je pense qu'elle est capable de faire le tri entre les mensonges et la vérité. Par contre, Israël est dans une position... Je pense que Netanyahou est dans une position difficile parce qu'il se sent obligé de faire quelque chose. Il ne peut pas laisser impuni une attaque de 350 missiles venant de l'Iran, alors que l'Iran le désigne comme la destruction d'Israël vis-à-vis de son opinion publique. Mais d'un autre côté, les Américains ne sont pas d'accord. Et puis d'un autre côté, il faut qu'il s'occupe de Gaza, de la bataille de Rafah, parce que c'est loin d'être terminé l'affaire de Gaza. Effectivement, il faudra que nous y revenions également. Mais c'est vrai que Sarah Salman, tout pays souverain, quand vous vous faites attaquer, de toute façon... vous avez tendance à vouloir riposter pour qu'une autre attaque ne se... Il y a certains Iraniens qui ont l'air de dire on a répliqué, maintenant l'affaire est close, circuler, il n'y a rien à voir. Mais ça, c'est vraiment mal connaître le peuple israélien. Même quand on écoute les Israéliens, ils disent on veut une riposte ferme, nous sommes déterminés. Donc je pense qu'il y aura une riposte, ne serait-ce que pour montrer qu'il ne faut pas recommencer et que non, il n'y a pas de victoire du terrorisme islamique. Après, la riposte peut tout à fait prendre la forme d'une cyberattaque, par exemple. Mais je vois mal M. Netanyahou dire voilà, on va laisser comme ça. Et je n'y crois pas une seule seconde. Donc je pense qu'il y aura une riposte. Après, est-ce qu'elle sera proportionnée? Moi, je crois en la sagesse du peuple israélien. Et le but n'est bien sûr pas de tuer des civils, comme on peut le lire parfois, bien évidemment. Alors, le G7 qui condamne unanimement, dernière dépêche, l'attaque iranienne contre Israël et qui appelle les partis, là encore, à la retenue. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Mais Joe Biden a eu, à mon sens, une attitude irréprochable. Cela dit, que ce n'était pas du tout un calcul électoral comme on peut le croire. Gilles Miraeli, ensuite on vous demandera, Mona Jafarian, comment est-ce que vous décryptez cette attaque iranienne qui avait été finalement qui était prévisible, puisqu'il y avait eu beaucoup de communication en amont. Mais avant, Gilles Miraeli, vous vouliez ajouter un élément. Oui. Si on parle d'une riposte en forme d'opération clandestine ou en forme de cyberattaque, c'est-à-dire de ripostes qui ne sont pas signées, nous sommes dans une autre logique. Là, il n'y a pas de besoin de riposter. Il y a une guerre ouverte entre Israël et l'Iran depuis 25 ans, à coup des opérations de services de renseignement, de services d'action et de tout ce qui est cyber. Et c'est une autre logique. On ne sait pas qui l'avait fait. Parfois, on soupçonne, mais on ne revendique pas. Donc, c'est une autre histoire. Là, quand on parle des opérations signées, on bascule vers un jeu complètement différent, d'une autre magnitude, avec des communiqués des LFI, et chacun a son opinion, etc., etc. Donc, Israël va sûrement continuer à mettre la pression par des opérations clandestines et par cyber sur l'Iran, peu importe comment la campagne brouillante se développe.
avant d'aller prendre la direction de Beyrouth, puisqu'il y a également une vive inquiétude concernant le Liban, Mona Jafarian, comment est-ce que vous décryptez cette attaque iranienne, en tout cas ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire les multiples alertes et bien la communication de la République islamique? On avait le sentiment qu'elle prévenait et très vite, elle a dit voilà, maintenant l'attaque est terminée. À qui s'adressait la République islamique finalement? La réalité sur le terrain que nous on peut constater, c'est que effectivement ils ont balancé tout ce qu'ils trouvaient pour essayer de toucher et ça a été un fiasco total. Donc ça a eu un effet sur la population qui a été immédiat, ça a été de ridiculiser finalement la République islamique et de se moquer ouvertement du régime. Par contre, ça a eu un effet pervers pour la population, c'est que ça a formé une sorte d'euphorie au sein des milices armées qui étaient très frustrées depuis plusieurs mois, puisque le régime leur promettait sans cesse d'intervenir à Gaza, de faire quelque chose. Et c'est vrai que nous, là, on constate que sur le terrain, la répression est féroce. Que ce soit au niveau des femmes iraniennes ou du peuple iranien, ils ne peuvent pas mater toutes les attaques. Donc le plus gros danger aujourd'hui pour le régime, contrairement à ce qu'on pense, c'est vraiment le peuple iranien, parce que le régime sait que la prochaine révolte sera peut-être celle de trop pour eux. Donc c'est pour ça qu'il fallait d'une certaine manière remotiver les troupes. Et là, les yeux de tous les Iraniens sont rivés effectivement vers Israël pour voir quelle va être la réponse. Maintenant, on a tout à fait conscience que, effectivement, le gouvernement israélien sait que ce régime ne sera pas renversé sans la population iranienne. C'est pas quelque chose qui va se régler à coups de bombe. Ouais. On parle quand même d'un pays qui fait 3 fois et demi la France. On mène pas des guerres. Il suffit de voir la Russie avec l'Ukraine. Voilà, c'est pas si facile que ça. Par contre, c'est vrai que ça réveille aussi des colères au sein du peuple iranien, parce qu'effectivement, on parle d'une coalition occidentale et même au Proche-Orient aux côtés d'Israël. Mais la réalité du terrain, c'est que en novembre, puis là, il y a 2 semaines, et encore le 15 septembre, Joe Biden libère 10 milliards à la République islamique, encore 10 milliards, encore 6 milliards. Il leur a permis de doubler leur vente journalière de barils de pétrole. L'Europe qui continue de ne pas vouloir classer le CGRI dans la liste des organisations terroristes. Donc, si vous voulez, les Iraniens, ils ont quand même l'impression qu'on se moque d'eux. C'est ce que dénonce Donald Trump. Non, mais le jeu... mais c'est catastrophique. Le jeu américain... Général Cavelli, puis nous irons à Beyrouth. Allez-y, mon général. Le jeu américain, il est plus complexe qu'il me paraît, s'agissant de l'Iran. Bon, ils prennent date pour l'après. Donc, ils ont des contacts, y compris sur l'industrie pharmaceutique iranienne, y compris sur l'aéronautique. Donc, les Américains restent les Américains. Mais je vais revenir sur la riposte israélienne. Cette riposte, je ne la vois pas se faire par envoi de bombardiers. Je ne vois pas comment ils pourraient survoler donc des pays dont des opinions publiques, dont les opinions publiques seraient hostiles à une telle équipée militaire. Donc là, on est arrivé à une situation diplomatiquement, c'est plutôt Israël qui s'en sort bien, mais les opinions, on a parlé de l'opinion iranienne, de la population, les opinions également des pays arabes, il faut qu'elles soient préservées. Donc là, il y a également... Oui, les avions qu'on bombardait... Nous y reviendrons si vous voulez bien. Je vous explique pourquoi, puisque nous allons retrouver le doyen de l'université Saint-Joseph qui est en liaison avec nous, Fouad Zmokol. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous interveniez également hier sur notre antenne. Et vous avez témoigné de votre crainte aujourd'hui. Au Liban, effectivement, l'inquiétude est très grande au lendemain de l'attaque. Quelle est l'atmosphère sur place? On rappelle que le Hezbollah se trouve sur le territoire libanais. Le Hezbollah, bras armé de l'Iran. Tout d'abord, bonsoir à vous et bonsoir à toutes les personnes présentes sur le plateau. Et merci de suivre de très près ce qui se passe dans notre région et dans notre pays. En effet, il y a eu plusieurs étapes et plusieurs de ce conflit ou de cette attaque. Alors, je peux vous dire que quand nous avons appris au Liban que l'envoi des missiles et des drones, le Liban tout d'un coup s'est vidé de ses routes. Les personnes se sont ruées sur les stations à essence parce que malheureusement, nous avons une expérience des conflits et nous savons que d'habitude, dans les conflits, la première chose qui se passe, c'est qu'on a des attaques de l'aéroport, des attaques des centrales d'électricité et des coupures de courant et des
puissances, donc les gens se sont rués et nous avons eu une panique assez connue, je dirais, au Liban. Mais la panique s'est vite dissipée lorsque nous avons compris que ce qui se passait réellement, c'est des messages directs et indirects entre les protagonistes de la région et les protagonistes mondiaux. Donc vers 3 heures du matin, heure locale, nous avons bien compris finalement que la plupart des missiles et des drones ont été directement interceptés et que c'était, je vais dire entre guillemets, un jeu entre ces puissances. Chaque côté, du côté iranien, je suppose qu'ils devaient donner une réponse à leur audience, qui sont prêts à la riposte et d'envoyer des drones et des missiles. Côté israélien, on voulu montrer aussi à leur audience la suprématie qu'ils ont au niveau aérien et on a rapidement tourné la page. Donc au niveau de l'aéroport libanais a été fermé. On a vu une panique spécifiquement des expatriés libanais, à savoir que le Liban fêtait la fin de la fête de Pâques, la fin de la fête du Ramadan. Donc beaucoup de personnes étaient là. Donc on avait une ruée vers l'aéroport. Mais aujourd'hui, en cours de journée, je peux vous dire que c'est revenu à la normale, après qu'on ait plus ou moins compris que ces messages directs et indirects s'arrêtaient là. D'un côté, nous avons eu peur parce que nous savons que le Liban a longtemps été un terrain fertile pour des règlements de comptes de guerre qui n'est pas vraiment la leur. Je peux vous assurer qu'au niveau population libanaise, économie libanaise, nous ne voulons pas faire partie de ce conflit. Nous le faisons depuis le 7 octobre, malheureusement, à contre-cœur. Donc le Liban, côté sud, est en guerre directement. Mais je peux vous dire que la population libanaise est vraiment fatiguée, à savoir que nous faisons face jusqu'à maintenant de la plus grande crise économique et sociale. Nous avons fait face à la 3e plus grande explosion en août 2020 et aujourd'hui nous avons perdu toutes nos armes de résilience économique face à un nouveau conflit. Donc nous avons peur que le Liban soit entraîné et que la région soit entraînée, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est place au calme et c'était une journée assez paisible au Liban où la vie a repris son cours comme si de rien n'était. Un grand merci, Fouad Smokol, pour votre témoignage. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Bon courage, bien évidemment, à vous. Merci. Merci, Fouad Smokol. Je rappelle, vous êtes doyen de l'Université Saint-Joseph, donc à Beyrouth. Cette deuxième partie se termine, mais nous allons continuer de parler de cette attaque, cette nuit iranienne, de ses conséquences et puis peut-être aussi de ses conséquences en France. Nous nous souvenons, au lendemain du 7 octobre, il y avait eu des conséquences dans notre société. Est-ce que là, cela va être le cas? Est-ce qu'il peut y avoir des répercussions? Je vous vois, mon général Cavalier, nous dire oui. Général Bruno Clermont également. Eh bien, nous en parlerons dans un instant. Restez avec nous sur CNews, à tout de suite. Déjà, il faut qu'il contourne. De retour sur le plateau de Punchline Weekend. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Il était donc 22h01 quand l'attaque de drone a été lancée par l'Iran hier soir. 1h30 plus tard, les sirènes retentissaient dans le nord d'Israël, fait rare d'ailleurs à Jérusalem. Il s'agit de la première attaque directe jamais menée par la République islamique contre le territoire israélien. Une attaque qui s'est heurtée à la puissante défense israélienne. L'armée israélienne, épaulée par ses alliés, a déclaré avoir intercepté 99% des tirs. Nous allons y revenir. Donc, va-t-il y avoir une riposte de l'armée israélienne dans les jours qui viennent? Quelle va être la posture des alliés? Quelle perspective, donc, à présent? Nous en parlons largement ce soir. Et pour cela, pour vous accompagner autour de ce plateau, maître Sarah Salman, Mona Jaffarian, cofondatrice du collectif Femmes Azidi, le général Bertrand Cavalier, Jonathan Sixou, le général Bruno Clermont et Gilles Miraeli, directeur de la publication de la revue Conflit. L'Iran, le Hezbollah libanais, les Houthis du Yémen ont donc attaqué Israël hier. Opération baptisée Promesse honnête. Cela fait suite à une frappe contre le consulat iranien à Damas. C'était le 1er avril, que l'Iran attribue à Israël. Alors que s'est-il passé précisément la nuit dernière? On fait le point avec Kylian Salé. Et puis, nous retrouverons à Jérusalem Meir Ben-Yaoun, représentant francophone du parti Force juive. Il est près de 22h ce samedi à Jérusalem. Des détonations retentissent dans la ville. Quelques instants plus tard, les sirènes d'alerte ordonnent aux habitants de rentrer chez eux. Israël est la cible d'une attaque coordonnée entre l'Iran, le Hezbollah libanais et les rebelles yéménites Houthis. Des drones et des missiles sont lancés sur Israël. Dans le ciel de Jérusalem, des lumières scintillent. Le système de défense antimissile israélien effectue son travail de protection.
La grande majorité des missiles ont été interceptés, d'autres n'auraient fait que des dégâts mineurs sur une base militaire. À 70 km de là, à Tel Aviv, certains habitants sont inquiets, d'autres ne craignent pas l'attaque. Nous avons tous entendu parler de l'attaque de l'Iran, mais nous n'avons pas peur parce que nous voulons fêter l'anniversaire de l'un de nos amis. Et nous nous sommes déjà habitués à être attaqués au cours des 6 derniers mois. Pour nous, ce n'est donc qu'une soirée habituelle à Tel Aviv. C'est la première fois que l'Iran nous attaque directement, pas par le Hezbollah, etc. Alors, les supermarchés, tout le monde va chercher à manger, tout le monde réfléchit à quoi faire, où se mettre. Dans le même temps, des roquettes sont tirées sur le Golan, région stratégique syrienne contrôlée par Israël. En Iran, des scènes de liesse ont lieu après ces attaques. Plusieurs milliers d'Iraniens descendent dans les rues et crient notamment « Mort à Israël ». L'espace aérien israélien a été fermé pendant 4 heures ce dimanche, entre minuit 30 et 4h30 heure locale. Alors, quelle est la situation, l'atmosphère actuellement à Jérusalem? Nous allons trouver Meir Ben-Yaoun, représentant francophone du parti Force Juive. C'est le parti du ministre de droite israélien Itamar Ben-Gvir. Il sera avec nous dans un instant, le temps qu'il se connecte peut-être. On l'a vu, Sarah Salman, on voit quand même une population israélienne qui est debout après cette attaque massive, même si effectivement il n'y a pas eu de dommages grâce au dôme de fer, grâce aux alliés. Enfin, il y a une fille qui a été blessée, comme l'a affirmé Tsahal. Effectivement, il faut le préciser. En tout cas, c'était une attaque massive, il faut bien le dire, une attaque inédite depuis l'Iran, et pourtant, bien, la population israélienne reste déterminée aujourd'hui. C'est ce que l'on constate dans tous les témoignages. C'est vraiment ce que j'admire chez le peuple israélien, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est leur force et leur résilience. Ils sont dignes, ils sont debout. Quand on voit ce jeune homme qui dit « bah oui, il y a un anniversaire à fêter, c'est un jour comme un autre », ça pourrait nous prêter à sourire, mais finalement, on s'aperçoit que c'est pas qu'ils n'ont peur de rien, c'est qu'ils sont habitués à vivre avec la peur et qu'ils sont habitués à la combattre. Donc moi, c'est un peuple, et encore une fois, que j'admire. Je pense qu'Israël, on peut avoir confiance dans la sagesse et dans le courage d'Israël. Et évidemment, c'est un peuple qui est debout. Et quoi qu'on fasse, Israël reste debout. Vous voyez, ce ne sont pas des victimes, ce sont des survivants, comme ils le disent eux-mêmes. Et depuis le 7 octobre, et même avant, ils ont toujours été comme ça. Et depuis tout petit, ils sont immergés de ce climat de peur et parfois de terreur. Alors, Gilles Miraeli, très certainement, il va y avoir des voix qui vont s'élever pour dire « Écoutez, il n'y a pas eu de dégâts ni humains ni matériels. » On le rappelle, il y a une jeune fille de blessée malgré tout. Il serait inutile de riposter. Pourtant, il faut bien se rendre compte tout de même que cette attaque, elle était, je le disais tout à l'heure, massive et inédite. Donc, vraisemblablement, le gouvernement de Benyamin Netanyahou ne va pas laisser passer cette attaque iranienne. C'est pas sûr, parce que l'échec aussi était total et sans précédent. Et donc, Israël a déjà gagné une manche. Et la question est qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces crédits? Et il y a peut-être d'investissements politiques et stratégiques plus intéressants, comme par exemple avancer à Gaza ou avancer avec les Hezbollah au Liban. Au lieu de s'engager dans un troisième front compliqué, où vraiment, sans les soutiens américains et pas les soutiens logistiques, pour avoir un couloir avec des avions qui font des allers-retours, pour bombarder à 1500, 2000 km, avec des hélicoptères pour aller chercher les pilotes qui, malheureusement, si un avion est abattu, s'il y a une panne, donc il faut des hélicoptères, des unités spéciales. C'est une binge pas possible et c'est carrément impossible de faire s'il n'y a pas des centaines d'avions américains, des ravitaillements, des guerres électroniques, des AWACS, des contrôles aériens, etc. Physiquement, c'est impossible. Mona Jaffarian. Et donc, je pense qu'Israël est très tenté d'investir ses capitales de bonne volonté, le fait que les liens sont resserrés avec la France, avec des pays qui, il y a quelques jours, parlaient d'un boycott sur l'armement, sur la vente d'armement à Israël, que maintenant, ces pays-là publient des communiqués de soutien à Israël, et il y a une ouverture vers Israël. Il faut investir ces capitales stratégiques dans la crise avec la Hamas. Mona Jaffarian, est-ce qu'une partie de la population iranienne aujourd'hui a un regain d'espoir, si je puis dire, puisque nous le disions en première partie pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, effectivement, il y a une majeure partie de la population israélienne
iranienne, pardonnez-moi, qui soutient Israël. Et est-ce que, cette situation-là, aujourd'hui, certains Iraniens se disent c'est peut-être le moment où les mollahs pourraient tomber? Forcément, il y a un espoir qui est là. Bizarrement, c'est comme si les Iraniens avaient toujours su que l'espoir viendrait de ce côté-là. Mais c'est surtout une opportunité pour eux, peut-être, pour que le monde ouvre les yeux, parce que c'est vrai qu'Israël est très lucide sur la situation, sur les proxys terroristes, sur la montée de l'intégrisme en Occident. D'ailleurs, ils le disent, ils le répètent sans cesse. Nous sommes votre dernier rempart et après nous, ce sera vous. Donc finalement, eux sont très lucides et je pense que les Iraniens attendent maintenant une espèce de prise de conscience des dirigeants occidentaux pour cette coalition. D'ailleurs, c'est Emmanuel Macron qui parlait d'une coalition internationale comme contre Daesh. Bon, elle n'a jamais vu le jour, mais ça serait effectivement bien de mettre toute l'énergie et d'instaurer des sanctions, un soutien à Israël. Alors effectivement, pas pour un bombardement massif, parce qu'on le sait, c'est pas la guerre des Iraniens, c'est la guerre de Khamenei. Donc il a décidé, en dernier espoir, de s'accrocher comme il pouvait. Donc je pense que le temps est venu maintenant pour un éveil mondial, puisqu'on a un peuple qui est acquis à la cause, qui partage les valeurs occidentales, des valeurs humanistes, laïques. Donc pourquoi ne pas les soutenir et permettre cette transition de l'intérieur en mettant les sanctions qu'il faut, le soutien qu'il faut là où il faut. Et effectivement, Israël le fait depuis des années avec des frappes stratégiques, des hackers, des choses comme ça. Donc ils affaiblissent le régime quand il y a besoin de le faire, mais ils sont tout seuls aujourd'hui à le faire. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience que les Iraniens ne sont pas en train de se battre pour un combat qui est lointain, ils sont en train de se battre pour l'avenir des démocraties également. C'est peut-être, Général Bertrand Cavalier, effectivement ce que certains découvrent aussi, la réalité de la population iranienne au lendemain de cette attaque. Ah, mais il est vrai qu'on a, depuis des années, on n'a pas voulu voir la réalité iranienne telle qu'elle est. Peu de médias en ont parlé. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce que au-delà de ce défaut d'information qui est majeur, on ne saisit pas une formidable opportunité qui s'inscrit quand même dans le temps moyen ou le temps long, c'est de s'appuyer sur ce levier fondamental que constitue la rue iranienne, l'opinion publique iranienne. Alors quand on disait valeurs occidentales, en fait, l'Occident, dans son évolution vers les droits de l'homme, est venu bien après la Perse, qui est la Perse 600 avant Jésus-Christ. L'édit de Cyrus, c'était le premier édit qui a promu les droits de l'homme, la liberté de conscience, liberté de culte, etc. En tout cas, et puis l'Iran, c'est 80 millions d'habitants. C'est également une influence vers les républiques de l'ex-Union soviétique, ce qu'on appelle le Grand Sud aujourd'hui. Georges Keppel a repris d'ailleurs cette formule, mais sur ce plateau, je parlais du Sud global de la Russie. Donc, il faut vraiment avoir une vision globale de tout ce qui est en train de se passer, sans compter également, et vous aviez raison, c'est que il y a une redistribution des cartes aujourd'hui qui se fait donc autour d'Israël, qui est plutôt une redistribution favorable. Israël a tout intérêt, d'une part, à capitaliser cela, et d'autre part, de vraiment intégrer maintenant dans sa réflexion stratégique la réalité de l'opinion publique iranienne. On voit ce mouvement, ce changement diplomatique qui est en train de se jouer, au fond, Général Bruno Clermont, depuis hier. Et c'est fondamental, au fond, ce qui est en train de se jouer, les alliances, en tout cas, qui s'affirment depuis hier. C'est effectivement un des points qui peut retenir la main d'Israël quant à une opération. J'aimerais dire que l'armée de l'air israélienne, c'est la plus puissante armée de l'air de la région. Elle a 2 fois la puissance de l'armée de l'air française. Elle est tout à fait capable de faire un raid, 2 raids puissants sur les centres de pouvoir en Iran, depuis Israël, sans les Américains. C'est une hypothèse qui tient la route. Alors, elle n'est pas capable de mener une campagne aérienne dans la durée et puis de raser toutes les unités de l'armée iranienne, mais elle est capable de faire une opération. Ce ne semble pas être totalement dans la tradition d'Israël de laisser un raid, même de cette nature, impuni. On ne voit pas comment est Netanyahou. Il faut qu'il trouve le moyen de faire quelque chose qui soit suffisamment marquant, sans rentrer dans une escalade et sans effectivement affaiblir les soutiens qui se sont révélés. Ils se sont révélés parce qu'ils étaient obligés de se révéler. On a vu les Émirats, on a vu la Jordanie, on a vu même l'Arabie Saoudite, on a vu quand même des pays qui étaient plutôt prudents et qui ont bien compris que leur principal danger, c'était le régime des mollahs et tous ces proxys, comme le Hamas, dont ils ne souhaitent surtout pas que ces idéologies pénètrent à l'intérieur de leur pays.
Vous parlez du Hamas, on va peut-être pouvoir y revenir justement sur la situation à Gaza. Vous vouliez réagir? Oui, très rapidement, ça me semble complètement utopique de penser qu'il n'y aura pas de riposte. Monsieur Netanyahou ne peut pas laisser passer ça parce que ce serait une forme de victoire du terrorisme islamique et ce serait la porte ouverte à une deuxième, troisième, quatrième attaque. Et n'oublions pas que l'Iran est à un cheveu de se doter de l'arme atomique. Donc n'oublions pas ça aussi. Là, pour l'instant, Israël les a interceptés, il n'y avait pas l'arme atomique. Qu'est-ce qui se serait passé si ça avait été le cas? Donc je pense qu'il y aura une riposte. Je souhaite bien sûr qu'il n'y ait pas d'escalade ni un élargissement de la guerre, mais croire qu'il n'y aura rien, je n'y crois absolument pas. Alors est-ce que l'Iran a été piégé? Je vous propose d'écouter Gilles Kepel. Il réagissait hier, nous suivions minute par minute l'évolution de la situation. Gilles Kepel était sur ce plateau et voyez ce qu'il disait hier aux alentours de 22h30. L'Iran a été piégé. L'Iran, finalement, a été, à la suite de l'attaque israélienne qui a tué le général Zahedi dans le consulat iranien de Damas le 1er avril et ses adjoints, enfin tout l'establishment militaire, ce qui était une gifle terrible, parce que c'était les principaux responsables, de ceux qui tiraient les ficelles de leurs mandataires locaux. L'Iran est contraint de répondre, sinon il perd la face, est contraint de répondre, dans le calcul de Netanyahou et peut-être des Américains qui sont derrière, il ne va pas y arriver. Il va s'engager suffisamment pour donner aux Américains et aux Israéliens un excellent motif pour pouvoir taper sur la République islamique, et pas seulement sur ses mandataires. C'est la grande question qui va se poser peut-être déjà au cours de la nuit. Il est possible que demain matin, on se réveille, si tant est que vous nous laissiez dormir, avec un monde qui a changé. Gilles Mirelli, est-ce que effectivement, Général Bruno Clermont, vous réagir, l'Iran a été piégé? Est-ce que le monde a changé d'ailleurs? C'était la fin de la phrase de Gilles. Il avait raison là, de ce point de vue-là. D'ailleurs, le New York Times alors évidemment, je pense que les journaux américains qui sont bien informés, que leurs entrées au Pentagone, le plan de frappe était prévu. Et c'est les Américains qui leur ont dit, écoutez, c'est pas la peine, pas maintenant, prenez le temps de réfléchir, constatant le fait qu'il y avait eu finalement, la frappe israélienne avait été très limitée dans ses résultats. Donc c'est ça qui a arrêté la main de Netanyahou, mais la riposte était prête. Les avions étaient prêts à décoller. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, les objectifs sont désignés. Donc s'il y a plusieurs options, Netanyahou, les militaires, comme d'habitude, préparent un certain nombre d'options et disent, ben voilà, on peut faire ça, on peut faire ça. Et c'est Netanyahou qui choisira que ce soit une sorte de montage pour piéger l'Iran. Alors après, sur la question, là, je reste dans la partie technique sur Vous n'y croyez pas, ce qui est possible de faire techniquement. Est-ce que sur cette histoire de... le général Bertrand Cavalli n'y croit pas à cette histoire de... Non, je ne dis pas que je ne crois pas. Bon, ce n'est pas la première fois qu'Israël frappe de façon très dure. Peut-être, là, ils ont quand même décapité 8 des principaux dirigeants des milices chiites, des milices iraniennes en Syrie, mais... Il y a quand même quelque chose il faut dire, qui est inquiétant. Il y a un ancien général israélien, chef de service de renseignement à l'époque, qui disait que le précédent patron de Hezbollah, Moussaoui, a été liquidé par Israël en 1992 sans qu'il y ait un vrai débat sur les conséquences. Les conséquences, c'était l'ambassade à Buenos Aires qui a sauté, et après le centre culturel juif de Buenos Aires qui a été explosé aussi, qui a été détruit aussi 12 ans plus tard. Alors je ne dis pas que c'était une raison suffisante et que quelqu'un pouvait anticiper, et que c'était une raison suffisante pour ne pas les faire, mais l'occasion était trop belle. Et donc les gens se sont précipités, et ils ont eu à la place Nasrallah, qui est beaucoup plus compétent. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, l'assassinat ciblé qui a tué les 3 enfants d'Ismail Haniyeh a été fait dans une petite boucle. C'est-à-dire, ce n'est pas une boucle avec des politiques, ni même avec les chefs d'état-major. C'était des gens qui étaient déjà dans la liste de personnes incriminées. Et donc, s'il y a une fenêtre d'opportunité, un colonel peut donner l'ordre de frapper. Il y a une liste rouge. Sans que personne se dise, tiens, il s'appelle Haniyeh, c'est peut-être pas anodin, c'est peut-être plus compliqué que ça. Et donc il y a ça. Donc, est-ce que avant la frappe de 1er avril, toutes les possibilités étaient mises sur la table? Est-ce qu'il y avait un vrai débat sur les conséquences?
Je ne sais pas, ça ne m'étonnerait pas si c'était assez allez hop. Il y a une occasion extraordinaire. Il faut décider dans les 10 minutes parce que dans 30 minutes, il va manger de houmous dans le marché de Damas. Il faut taper maintenant. C'est aussi possible. Entendu. En tout cas, bon voilà, cette hypothèse, l'Iran piégé ou pas, le débat persiste. On va reprendre la direction de Jérusalem. Comme prévu, on va retrouver Meir Ben-Ayoun, représentant francophone du parti Force juive, parti du ministre de droite israélien Itamar Ben-Gvir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous relayer l'atmosphère sur place à Jérusalem. Nous avons vu ces images, nous avons entendu ces alertes hier lors de la nuit. Quelle est l'atmosphère ce soir ? L'atmosphère est habituelle. Ce genre d'alerte, nous sommes habitués dans le pays. Il y a aussi, si vous voulez, l'atmosphère à Jérusalem, à l'endroit où je me trouve, pas trop loin de la vieille ville. Et hier, il y avait des feux d'artifice, des résidents arabes de la ville qui exultaient au fait qu'Israël était sous une pluie de missiles balistiques et de drones iraniens. C'est l'atmosphère qu'il y a eu à Jérusalem. Aujourd'hui, les choses ont repris leur cours. Les enfants ne sont pas allés à l'école. Mais moi, je me suis rendu au travail comme la plupart des habitants de la capitale d'Israël. Vous tombez bien parce que j'ai entendu il y a quelques instants parler sur votre plateau M. Gilles Kepel, oui. Évoquant le fait que le consulat à Damas a été touché. Ce n'était pas le consulat, c'était une maison qui était mitoyenne au consulat. Donc je crois que souvent Gilles Kepel a des informations qui sont assez approximatives. J'ai même écrit un article il y a exactement une semaine et demie pour démontrer que Gilles Kepel, lorsqu'il parle de la réalité israélienne, ces informations sont pour le moins ont pas mal de lacunes. Et je pourrais évidemment développer si cela est le sujet. Vous avez déjà entendu aussi sur votre plateau des spécialistes, des experts parler de la décision israélienne. La décision israélienne n'a pas encore été prise tout simplement parce que la réunion du cabinet de guerre vient de se réunir il y a quelques minutes à la Kiryat Tel Aviv. J'en profite d'ailleurs pour dire bonjour à Gil Mechaeli, avec qui il y a quelques années j'avais eu un échange. Je lui dis un cordial shalom en espérant que c'est mutuel. Donc il y a énormément de... Vous dire exactement ce qu'il va avoir. Je n'essaierai pas de faire des spéculations et de vous dire quand est-ce qu'on va répondre, est-ce qu'on va répondre, dans quelle mesure, dans quel volume. Et quelle est justement la volonté de la population ? Vous le disiez à juste titre, le cabinet de défense se réunit actuellement. Il y a eu donc une condamnation quasi unanime de cette attaque iranienne. Néanmoins, quel est le sentiment de la population ? Nous avons entendu plusieurs témoignages sur cette antenne avec une population qui est debout, qui est déterminée à réagir, à riposter. Absolument, nous sommes tout à fait décidés, déterminés à réagir. La plupart des gens que je rencontre et moi-même, nous déplorons le fait que la riposte n'a pas été immédiate, mais nous essayons de réfléchir et nous disons qu'il y a aussi parallèlement à la guerre avec les armes, il y a aussi une guerre politique face à Washington, face aux nations. Washington en ce moment est en pleine campagne électorale et a des intérêts politiques qui lui sont propres. Il faut se mesurer à cela. La plupart des gens en Israël estiment que le Premier ministre israélien est la personne la mieux indiquée pour pouvoir, gérer ce jeu d'échecs assez compliqué face à Washington, face aux Européens, face aux Iraniens, face à qui vous voulez. Et c'est quelque chose de pas simple du tout. Donc, nous faisons confiance à notre Premier ministre. Bien que moi, je fais partie d'un parti de droite qui souvent a des critiques vis-à-vis du Premier ministre, mais nous reconnaissons que c'est la personne qui représente le mieux
Israël aujourd'hui qui est la personne la mieux indiquée pour gérer cette guerre qui est assez complexe, qui se gère sur plusieurs scènes, plusieurs terrains d'affrontement. Au nord avec le Hezbollah, dans le sud avec le Hamas. Quand on sait que le Hezbollah, le Hamas, les Houthim au Yémen, tout ça, ce sont des proxys de Téhéran. Et que la tête de la pieuvre, elle est évidemment à Téhéran. C'est à Téhéran qu'on doit, au final, qu'on doit frapper le plus dur. Comment ça va se passer? Quand? Sous quelle modalité? Encore des interrogations, effectivement. Merci à vous, Meir Benayoun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est toujours trop court. Peut-être juste en un mot, Général Bruno Clermont, cette attaque du 1er avril à Damas, sur le consulat iranien, qu'est-ce qui s'est passé précisément ? Il s'est passé précisément que les services de renseignement ont identifié des responsables des gardiens de la Révolution, de la force Al-Quds, même le chef de la force Al-Quds en Syrie, et ont décidé de mener une attaque par voie aérienne, probablement un F-35, qui a tiré une bombe très précise sur un bâtiment. Il a tué donc un certain nombre de militaires. Ces responsables militaires, c'est 2 généraux. D'autres victimes à côté, et ça a été un acte important pour Israël. Je rappelle que ce chef de la brigade, le chef de la Al-Quds, c'est la CIA de la Téhéran, c'est eux qui forment les milices, et c'est ce général qui a aussi contribué à planifier le massacre du 7 octobre. Donc il était dans la liste prioritaire d'élimination par Tsahal. Voilà, ces précisions étaient importantes. Merci Général Bruno Clermont, puisque nous l'avons évoqué avec notre invité précédemment depuis Jérusalem. Très courte pause. Quelles conséquences en France? Quelle est la posture française à présent? Quelle va être la posture française? Eh bien, nous allons en parler dans un instant sur notre antenne. À tout de suite. Bonsoir à tous, de retour sur le plateau de Punchline Week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez. Pour vous accompagner pour cette dernière partie, Sarah Salman, Mona Jaffarian, le général Bertrand Cavalier, Jonathan Sicsou, Gilles Miraeli et le général Bruno Clermont. Nous continuons donc de parler des conséquences de cette attaque iranienne, mais cette fois, conséquences sur la France. Les réactions de la classe politique, d'ailleurs, ont été très nombreuses aujourd'hui. On voit tout cela avec Élodie Hichard et nous en parlons ensuite. D'abord, parmi les réactions officielles, celle du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui dit ceci sur les réseaux sociaux: « Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque sans précédent lancée par l'Iran contre Israël qui menace de déstabiliser la région. » Il exprime sa solidarité avec le peuple israélien et l'attachement de la France à la sécurité d'Israël, de nos partenaires et à la stabilité. Du côté du ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, même son de cloche, il condamne fermement cette attaque. Il ajoute: « En décidant d'une telle action sans précédent, l'Iran franchit un nouveau palier dans ses actions de déstabilisation et prend le risque d'une escalade militaire. » Il réaffirme également l'attachement à la sécurité d'Israël et assure de sa solidarité. Des réactions bien éloignées de celles qu'on trouve du côté du groupe La France Insoumise. À noter par exemple la réaction d'Ercilia Soudeh qui dit ceci: « Netanyahou a obtenu ce qu'il cherchait en assassinant un dirigeant iranien dans une ambassade en Syrie. Une guerre régionale est le seul moyen qu'il a trouvé pour assurer la survie politique de son gouvernement. » Alma Dufour ajoute: « Macronistes et alliés soutiennent de nouveau inconditionnellement Israël qui a attaqué le consulat iranien en Syrie, anticipant la riposte. Le piège se referme, son génocide peut continuer. Le régime iranien qui assassine son peuple en sortira renforcé auprès des pays du Sud. » Nous allons revenir sur ces réactions politiques avec vous, notamment Jonathan Sicsou. Mais avant, Général Bruno Clermont, concernant le rôle de la France cette nuit, on peut rappeler aux téléspectateurs que nous avons des bases en Jordanie, en Irak, puisque nous sommes engagés dans la lutte contre le terrorisme. Alors, selon l'exécutif, des drones iraniens ont survolé ces bases militaires, et donc la France a engagé des moyens militaires pour neutraliser ces drones. Ça ressemblerait à de la légitime défense, si je puis dire. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet-là ? Alors, la présence française dans la région, vous l'avez dit, en Irak, mais c'est surtout des forces qui servent à la formation des Irakiens, donc elles ne sont pas engagées au combat, les forces françaises en Irak. Par contre, effectivement, nous avons des militaires en Jordanie, sur la base essentiellement de l'armée de l'air, qui ont des avions de combat et qui effectuent des missions d'entraînement de l'armée de l'air irakienne, mais également qui continuent à lutter contre Daesh au nord de Syrie. Donc, ce qu'ont fait ces avions, moi, je n'ai pas vu de communication particulière du ministère des Armées, du chef d'état-major des armées sur le sujet, mais il est fort probable que, ayant le préavis d'une attaque de drones et de missiles, des avions aient décollé et pris l'alerte en vol, de manière à intercepter dans une situation de légitime défense si jamais il y a eu des actions militaires du côté de la France. Mais à ma connaissance, rien n'a été confirmé par l'état-major, donc c'est difficile de
de donner une réponse. Par contre, il y a des pays qui ont annoncé qu'ils avaient participé officiellement Le Royaume-Uni, par à la exemple. protection, comme le Royaume-Uni, qui a même annoncé quelques jours avant qu'il renforçait son dispositif d'avions de chasse à Chypre. Les États-Unis également ont fait des annonces. Du côté français, on est clairement plus discret ou plus prudent pour des raisons qui sont en général habituelles. C'est la volonté d'avoir une position, alors je ne sais pas si le terme est adapté, mais équilibrée dans nos actions que nous menons en soutien d'Israël. Tout ce que l'on constate également aujourd'hui, Jonathan Sixou, pour revenir sur les réactions de la classe politique, eh bien, c'est qu'elles sont divisées. En voyant, en tout cas, quand on a vu les tweets de la France Insoumise, même si la France Insoumise condamne l'attaque iranienne, mais il y a un mais, comme à chaque fois, avec la France Insoumise. Parfaitement, on est marqué par la profondeur d'analyse géostratégique de la France Insoumise. Comme d'habitude, finalement, ça ne m'étonne absolument pas. Les réactions politiques de l'exécutif sont parfaitement compréhensibles pour le coup, avec notamment les explications strictement militaires et de la réalité régionale. Ensuite, je ne crois pas malheureusement à un renversement spectaculaire de l'opinion publique. Pourquoi ? Parce que ça a été évoqué brièvement tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut insister sur ce point. Il y a un aveuglement des médias français en général sur la situation en Iran. Il faut voir comment sont relayées, par exemple, les informations selon lesquelles ce serait quasiment même une ambassade iranienne à Damas qui aurait été bombardée, un consulat. Non, c'est pas tout ça. Et pourtant, c'est allègrement répété. Et puis, il y a aussi, dans le fond, et ça pose un vrai problème, me semble-t-il, c'est l'indifférence, voire le silence écœurant, sauf quelques anniversaires malheureux, pour rappeler la condition des femmes en Iran. Votre parole est d'or, madame, et c'est regrettable qu'on ne l'entende pas davantage dans les médias français. La France est restée, me semble-t-il, très marquée par j'allais dire aveuglement, mais c'est une vraie poutre dans l'œil, qu'ont eu en 79 Sartre, Foucault, qui soutenaient l'avènement, l'arrivée de Khomeini à Téhéran. Et j'ai l'impression qu'on reste un peu marqué par ce lourd et encombrant héritage. J'entends régulièrement, comme nous tous, je pense, des personnes qui sont présentées et qui en ont la carte de visite, voire même les diplômes comme spécialistes, géostratèges, spécialistes de l'Iran, par exemple, et qui ne font que répéter qu'être une caisse de résonance de la propagande du régime de Téhéran, et qui ne prennent aucune distance vis-à-vis de la réalité que vous nous avez encore, par exemple, décrite tout à l'heure. En une comparaison, ces mêmes analystes, la même teneur de ces propos sortirait de la bouche de spécialistes ou de 10 spécialistes de la Russie. Ils seraient immédiatement taxés de suppôts de Poutine et tout ce que vous voulez, et seraient incontestablement privés d'antenne en France. Je suis marqué du traitement de faveur que nous réservons au régime des mollahs depuis des décennies. Ça me semble totalement anormal. Il y a ce combat courageux des femmes iraniennes contre le voile. On voit la submersion du voile dans notre pays, et je ne vous parle même pas de la promotion institutionnelle que fait du voile l'Union européenne, qui publie des dizaines de plaquettes par an, qui paie avec nos subventions des publicités pour soutenir le voile, la liberté de ces femmes voilées, nous dit-on à Bruxelles. C'est écœurant, c'est dégueulasse, et je ne sais pas jusqu'où ça ira quand on voit le courage de ces femmes qui meurent en Iran, qui sont torturées, qui sont emprisonnées, et quand on nous brandit ici le voile comme étant un étendard de la liberté. Alors justement, nous avons la chance cet après-midi d'avoir Mona Jafarian à vos côtés. Je le rappelle pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, vous êtes cofondatrice du collectif Femmes Azadi, l'association de femmes franco-iraniennes. Effectivement, quand vous entendez ces réactions de la France Insoumise aujourd'hui, Jonathan Sixou le rappelait, il y a une caisse de résonance aujourd'hui de certains partis politiques de la République islamique iranienne. Comment est-ce que vous réagissez ? Comment est-ce que vous voyez l'évolution aujourd'hui de la France ? Sincèrement, si je devais parler sans langue de bois, je vous dirais que j'ai l'impression aujourd'hui de voir la France comme l'Iran de 1979. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'alliance contre nature entre une extrême gauche qui à la base aurait été censée être laïque, mais qui s'allie avec l'islamisme et qui, au nom d'un pseudo-anti-impérialisme, mène un combat commun. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on a quand même envie de leur rappeler que les premières personnes à avoir été massacrées
par les ayatollahs une fois au pouvoir, ça a été cette extrême gauche qui les a aidés à prendre le pouvoir en Iran. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas en tant qu'Iranien, en tant que Française et en tant qu'Iranienne, à chaque fois que je vois un communiqué de la France Insoumise, je me dis mais qui a besoin de RP ou de com quand on a la France Insoumise à ses côtés? Khamenei devrait leur envoyer des bouquets de fleurs parce que effectivement, vous parliez du consulat, de l'ambassade. C'est une annexe du consulat. L'ambassadeur était à côté, il n'a même pas été décoiffé puisqu'il fait son interview juste après et il va très bien. Donc c'est vrai qu'on a l'impression un peu qu'on essaye de dramatiser sciemment et les résultats sont là. Aujourd'hui, j'ouvre les réseaux sociaux et je vois que tout le monde dit l'Iran a le droit de se défendre. Déjà non, c'est pas l'Iran, c'est la République islamique. Et ensuite, il faut bien avoir conscience que le corps des gardiens de la révolution islamique dont on parle, qui est donc à cet instant-là à Damas, c'est du narcotrafic, donc c'est des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes, des financiers du terrorisme. Donc de qui on est en train de parler en fait? On a un pays qui est en train d'éliminer toutes les têtes pensantes de la force Al-Quds, et aussi tout leur réseau de renseignements qui vont derrière. Et on est en train de les condamner alors qu'ils sont en train de rendre quand même un service. Ce qui est des femmes iraniennes, moi je corrige juste un point, c'est que les femmes iraniennes ne luttent pas contre le voile ou pour le choix de porter ou non le voile. C'est vraiment important de le préciser parce qu'en fait, elles luttent contre une théocratie, contre un régime islamique. Et si vous voulez, le voile, c'est la colonne vertébrale du régime, c'est l'étendard de l'islam politique. Donc en fait, nous, les Iraniens, on dit toujours, une fois que vous avez voilé la moitié de la population, il ne reste plus qu'à réprimer l'autre moitié. Donc c'est vraiment le symbole suprême de cet apartheid sexuel auquel sont soumis, puisque c'est pas une casquette, c'est pas un béret, c'est un voile. Donc celle qui se soumet au voile se soumet aux lois islamiques, communément appelée la charia. Donc, si vous voulez, quand les femmes iraniennes retirent leur voile et qu'elles crient « pas de voile, pas de soumission, liberté et égalité », qu'elles le brûlent, c'est un signe très fort, puisqu'en fait, elles sont en train de dire à la République islamique « non, nous ne nous soumettrons pas à vos lois obscurantistes, à vos lois moyenâgeuses. Nous sommes les descendants de l'Empire perse et nous avons toujours vécu dans l'égalité des droits. » Donc, c'est important de se rendre compte que c'est vraiment le symbole de ce que représente ce voile qui est donc brûlé, enlevé, parce qu'on sait très bien que c'est le porte-étendard de l'islamisme. En France, nous avons beaucoup parlé ces derniers jours des violences liées notamment à la religion musulmane, liées à l'islam politique plus précisément. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'il faut, en France, tirer la sonnette d'alarme ou pas? Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la société? C'est évident. En fait, moi, je suis mère de deux filles. Quand j'entends aujourd'hui, en France, en 2024, les mots mécréante ou habillée à l'européenne, je n'arrive même pas à comprendre comment on peut dire à quelqu'un en Europe, tu es habillée à l'européenne. Et je pense qu'on minimise les dangers de ce qui est en train de se passer. Une dernière étude disait que 65% des jeunes de 15 à 25 ans avaient comme source principale d'information TikTok. Donc, à partir de ce moment-là, je ne sais pas si vous avez déjà passé du temps sur TikTok. Ah moi, oui, je beaucoup, l'ai fait, beaucoup, oui. Mais moi, je l'ai fait pour étudier la propagande de la République islamique. Ça fait peur. Donc, quand on a des jeunes qui passent 4-5 heures par jour à ingurgiter ce genre de propagande, eh bien, on se retrouve avec un islam politique. La République islamique iranienne qui fait de la propagande bien sur sûr, TikTok, avec la Russie. et ça touche les jeunes avec la Russie. Général Bertrand Cavalier, on va peut-être voir ce tweet de l'avocat Thibault de Montbrial qui, dès hier soir, sonnait l'alerte. L'attaque d'ampleur de l'Iran et ses alliés contre Israël aura nécessairement des conséquences importantes en Europe et en particulier en France. C'est un monde différent qui nous attend demain matin. Voilà ce que disait Thibault de Montbrial hier. Constat assez pessimiste. Est-ce que vous le rejoignez ou pas? Moi, je crois que c'est un révélateur. C'est un révélateur à plusieurs titres. C'est un révélateur qu'il y a quand même des choses possibles au Moyen-Orient, au Proche-Orient, si on parle plutôt en français. Oui. C'est-à-dire que le fait que des pays dits arabes aient ouvertement collaboré avec Israël dans la neutralisation du parti de l'arsenal des missiles iraniens, c'est quand même révélateur que tout n'est pas perdu dans cette région. Et donc Israël, comme je le disais tout à l'heure, a une carte majeure à jouer. Deuxième enseignement, c'est ce que vous disiez, c'est qu'il y aura peut-être des répercussions au sein des pays européens où vous avez une intelligentsia qui est dominante, parce qu'il faut savoir que la pensée, depuis 40 ans, elle est dominée par l'extrême gauche dans ce pays.
c'est elle qui s'est trompée sur le communisme, sur le maoïsme, qui se trompe également sur l'islam politique. Donc quel type de conséquences, pardonnez-moi, je vous coupe, très concrètement? C'est-à-dire que je pense que, notamment vis-à-vis d'une partie de l'intelligentsia, doit choisir son camp aujourd'hui. Elle doit choisir les valeurs de liberté, les valeurs universalistes. Elle doit se détacher de tout ce qui relève de cet obscurantisme islamique que vous avez évoqué, sachant qu'on est dans un pays aujourd'hui qui, de ce point de vue, est très menacé. Donc, en fait, il y a des interactions. Quand on parle d'Israël aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais du défi des perceptions, c'est qu'à partir du moment où vous avez d'abord une ultra-gauche qui a gangréné l'université, les instituts d'études politiques, et qui donne et qui définit ce que l'on doit penser, notamment vis-à-vis d'Israël, et vous avez l'émanation politique qui en est LFI. Deuxièmement, vous avez une immigration massive qui vient dominante aujourd'hui de pays subsahariens qui sont maintenant pétris de l'islam radical. Donc vous avez un risque d'isolement d'Israël dans les opinions à 10-15 ans. Qu'en sera-t-il de l'Europe ? Et quand on voit qu'aux États-Unis, il y a un phénomène assez parallèle qui est en train de se développer, c'est que Israël peut riposter et dans le court terme montrer qu'Israël est fort, mais Israël gagnera dans la durée que s'il y a toujours un soutien massif des opinions occidentales. Et donc ça renvoie au combat culturel, ça renvoie également, sans vouloir tout mêler, à faire en sorte que le môle français, de la population principale, ne soit pas hostile à Israël. Sarah Salman, on se souvient pertinemment des conséquences très concrètes, directes sur le territoire français au lendemain du 7 octobre. Une hausse d'actes antisémites jamais enregistrée jusque-là. Des Français de confession juive qui ont fait le choix d'ailleurs de quitter le territoire. Est-ce que vous craignez un regain de tension dans la société française après cette attaque J'ai envie iranienne? de vous dire oui. Je pense que déjà les actes antisémites n'ont jamais été aussi élevés. On assiste à un antisémitisme décomplexé. Et quand je vois la récupération politique que fait une partie de la France insoumise, je trouve que c'est catastrophique. Par exemple, j'ai regardé le Twitter de Rima Hassan, je vois 2 tweets. La seule démocratie du Moyen-Orient, titre de la fable coloniale israélienne. Et ensuite, on ne sait pas trop pourquoi, elle met une photo de M. Christian Estrosi, donc, qui est maire de Nice, avec le drapeau israélien dans son bureau, le drapeau d'Israël dans le bureau du maire de Nice. Mais pourquoi elle met ça aujourd'hui? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle veut peut-être faire monter de façon directe ou indirecte l'antisémitisme en France, et elle parle à son électorat en vue des prochaines élections. Et ça, c'est catastrophique parce que ça met les Juifs de France en réel danger, alors que nous devrions tous être soudés face à la lutte contre l'antisémitisme. Et sous prétexte d'antisionisme, certains affirment ouvertement leur antisémitisme, et ça, c'est vraiment catastrophique. Il nous reste un peu plus de 3 minutes. Je vous propose d'écouter François-Xavier Bellamy, qui s'exprimait justement sur les conséquences, et il disait en quoi l'Europe et surtout la France étaient concernées au premier chef. Écoutez-le. La France, elle doit être au rendez-vous de ce défi parce que la menace iranienne, elle cible aussi notre pays, elle cible aussi nos intérêts. Se tenir aux côtés d'Israël qui est attaqué aujourd'hui, de cette démocratie, la seule de la région, mais faire en sorte que nous puissions aussi garder notre lucidité, notre capacité de riposte face à la menace qui cible notre territoire, notre pays. Et je le redis encore une fois, c'est, je crois, aujourd'hui pour l'Europe, un rendez-vous de vérité. On voit que aujourd'hui, 3 pays qui sont de taille, d'intérêts différents, malgré tout partagent un objectif commun qui est celui de déstabiliser l'ordre international. L'Iran, la Russie, la Chine. Est-ce que les Européens sont prêts à faire face à ces menaces? Est-ce que les Européens sont prêts à assumer leur propre défense à travers leurs armées nationales? C'est aussi la question qui nous est posée aujourd'hui. C'est aussi la question qui nous est posée aujourd'hui. Un rendez-vous de vérité, nous dit François-Xavier Bellamy. Cela fait écho aussi à cette tribune publiée vendredi dans les colonnes du Figaro, cet appel de 150 personnalités à faire bloc contre le terrorisme islamiste. Il est là aujourd'hui, l'enjeu, Jonathan Sicsou? Oui, évidemment. M. Bellamy a parfaitement raison en tenant ses propos. L'Iran est l'un des plus grands financiers du terrorisme international. Donc, effectivement, l'Iran est par définition l'ennemi de l'Occident pour des degrés et des raisons diverses.
je ne mettrai pas l'Iran dans le même sac que la Chine et la Russie. Et leurs objectifs sont un peu différents tout de même et ne passent pas par les mêmes méthodes, si je puis dire. Mais là où, effectivement, les Européens et les Français en particulier devraient être conscients plus que jamais de cette menace, parce qu'elle ne fait que croître. Et, on le voit également avec un islam politique qui infuse beaucoup d'esprit en France. Nous arrivons au terme de Punchline Weekend. Un grand merci à tous les 6 pour vos décryptages, vos analyses. C'est absolument passionnant. Nous y voyons un peu plus clair désormais grâce à vous. L'actualité qui continue, bien évidemment, sur CNews, cette attaque iranienne, les conséquences. Il en sera question dans quelques instants dans le face-à-face avec Julien Drey, Gilles William Golnadel, le tout orchestré par Elliot Deval. Un grand merci à Sabrina Slimani de m'avoir aidé à préparer cette émission, aux équipes techniques. Je vous retrouve à 22h30 pour Soir Info Week-end. Excellent dimanche soir sur notre antenne. À très vite.